Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques pour les marques Flamco et Comap. Je vous propose qu'aujourd'hui, on aborde des bases, en fait, tout ce qui est lié à la pression statique et dynamique, quelle est la différence entre les deux et où est-ce qu'on trouve ça dans nos réseaux, plus particulièrement le réseau de chauffage, c'est ce que j'ai pris en exemple. Et on va parler également du dimensionnement du vase d'expansion. Alors, ce webinaire va durer une trentaine de minutes à peu près. Vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai comme d'habitude après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, je vous propose de démarrer par des définitions et des illustrations pour expliquer ce que c'est que la pression dynamique, ce que c'est que la pression statique. On va voir l'application au niveau du réseau de chauffage. Où est-ce qu'on trouve ces pressions? À quoi elles nous servent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les gère? Comment on les utilise? Comment on les subit? On va voir ensuite on va faire un petit focus sur les conséquences. Si c'est mal géré, qu'est-ce qui va se passer au niveau du fonctionnement de notre installation? Et pour terminer, une application avec le dimensionnement du vase d'expansion, notamment vase d'expansion à membrane. Et on terminera par une conclusion. Alors, je démarre par les définitions. Donc, on est vraiment sur quelque chose de basique. J'ai essayé de rendre ces définitions, ces paramètres simples, donc sans rentrer dans des détails complexes avec des mathématiques, du Bernoulli ou des choses comme ça. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus simple possible. Alors, on va démarrer avec la pression dynamique. La pression dynamique, si on se donne une définition, un fluide en fait en mouvement autour d'un objet va exercer une pression sur cet objet. C'est ça la pression dynamique. En fait, la pression dynamique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est la conséquence d'un mouvement. Dès l'instant qu'il y a un mouvement, il y a une pression dynamique. Alors, on l'appelle aussi pression de vitesse. Donc, comme ça permet de bien se caler sur le fait qu'il y a un mouvement, puisqu'il y a une vitesse. C'est globalement, en fait, c'est l'énergie cinétique par unité de volume. Donc, on est bien sur une histoire de vitesse. Mathématiquement, si vous voulez la formule mathématique, la pression dynamique, vous voyez qu'elle est complètement reliée à la vitesse. On voit le paramètre vitesse dans la formule. Il y a un autre paramètre aussi qui est la masse volumique ici du fluide. Nous, on va s'intéresser exclusivement à l'eau dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Par conséquent, n'oubliez pas tout de même que si on a un autre fluide que de l'eau, donc une autre application que ici le chauffage, ça va changer un petit peu la donne. Donc, la pression dynamique, c'est la conséquence d'une vitesse, d'un mouvement. Si on illustre ça, eh bien, par exemple, vous mettez la main dans un flux d'eau, dans une rivière, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une pression contre la paume de la main, c'est tout simplement la pression dynamique. Elle est bien issue du mouvement de l'eau, de la circulation de l'eau. Alors, la conséquence dans le réseau de chauffage. Qui dit mouvement? On a parlé de circulation de l'eau tout de suite, on a parlé de vitesse. Dans notre réseau de chauffage, la vitesse nous induit un débit. On a une eau qui circule dans des canalisations, ce qu'on veut, c'est un débit. Donc, notre pression dynamique est complètement reliée au débit d'eau qu'on veut avoir dans notre réseau de chauffage. Les radiateurs sont alimentés par un débit d'eau. Si on regarde ça d'un petit peu plus près, je prends un radiateur au hasard. Admettons que pour ce radiateur, il me faille une puissance de 1500 watts, puissance thermique 1500 watts, pour avoir une température ambiante de 19 degrés. C'est comme ça qu'est dimensionné mon réseau de chauffage, donc mon radiateur. Si notre eau a un régime avec une entrée à 70 degrés dans le radiateur et la sortie à 55 degrés du radiateur, donc un delta T de 15, eh bien le débit d'eau dont j'ai besoin pour avoir cette puissance de 1500 watts, c'est 82 litres par heure. D'accord? Donc vous voyez, cette pression dynamique qui est issue d'une vitesse, derrière je la relie à un débit d'eau et ce débit d'eau, je dois le caler correctement dans mon radiateur pour avoir la puissance thermique dont j'ai besoin. Globalement, d'où vient ce débit d'eau? En fait, c'est la pompe dans mon installation qui va générer le débit. D'accord? Le débit, on l'obtient grâce à la pompe. Et ensuite, la bonne répartition du débit, c'est l'équilibrage. D'accord? Vous voyez ici sur mon schéma, j'ai un circuit en vert, j'ai un circuit en jaune. En fait, la pompe ici, j'ai une pompe pour l'intégralité de mon réseau.
Donc, la pompe doit me fournir l'intégralité du débit dont j'ai besoin dans mon installation. Donc ici, par exemple, si j'ai 4 radiateurs de 1500 watts, eh ben, c'est 4 fois les 82 litres par heure que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc la pompe va me générer ce débit. Et derrière, c'est l'équilibrage qui va permettre d'avoir le bon débit, donc 82 litres par heure par radiateur. Okay, donc là, vous voyez, j'ai relié ma pression dynamique à ma pompe et à l'équilibrage. Si je parle de pression dynamique, je vais parler de la pompe, de l'équilibrage. On génère le débit, on répartit les débits. Deuxième paramètre pour la pompe pour assurer le débit, pour assurer une vitesse de circulation, elle doit vaincre les pertes de charge. Dans mon circuit, j'ai des pertes de charge. Les pertes de charge, qu'est-ce que c'est? Ce sont les freins, en fait, tout ce qui va freiner l'eau dans le circuit, qui fait que l'eau a naturellement moins de vitesse, donc pour conséquence, j'ai moins de débit dans les radiateurs si je ne fais pas ce qu'il faut. Les pertes de charge, elles viennent d'où? De la rugosité des tubes, de la longueur du réseau. Plus le réseau est long, plus il y a des freins, plus il y a des pertes de charge. Plus je choisis des diamètres de tuyauterie petits, plus je freine l'eau, plus j'ai des pertes de charge. Plus j'ai d'accidents type coude, vannes, etc., plus j'ai des pertes de charge. Autrement dit, eh bien, la pompe génère mon débit, doit être là pour vaincre les pertes de charge et petit à petit, j'ai la pression en fait, qui diminue dans mon réseau. Quelle est la caractéristique de la pompe qui me permet de savoir que je vais pouvoir vaincre ces pertes de charge? C'est la hauteur manométrique totale de la pompe, ce qu'on appelle la HMT de la pompe. Par exemple, j'ai une HMT de 10 mètres de colonne d'eau. Les mètres de colonne d'eau, c'est aussi une unité de pression, hein, on parle toujours en pression. Donc, ça veut dire que la pompe ici, elle pousse à 10 mètres de colonne d'eau. Et derrière, mes pertes de charge font que ma pression va diminuer petit à petit dans le réseau. Donc, je commence à 10 et ensuite, ça va être 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je retourne à la pompe. Okay, donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, du côté de la pompe, pour assurer le débit, il faut qu'elle soit en capacité de vaincre les pertes de charge. Et derrière, comme on l'a dit, l'équilibrage va être la bonne répartition des débits. Donc, tout ça pour dire que la pression dynamique, dans mon réseau, c'est quelque chose qu'on voit, hein, en général, c'est des choses qu'on maîtrise relativement bien, c'est la pompe, les pertes de charge et l'équilibrage. Alors, si la pompe est mal dimensionnée au niveau du débit, si je n'ai pas assez de débit, je n'ai pas la puissance thermique, donc ce n'est pas confortable. Si j'ai trop de débit, je surconsomme, puis ça risque d'être pas non plus confortable, puisque cette fois-ci, j'ai trop de puissance thermique. Si la HMT est trop basse, je ne peux pas vaincre les pertes de charge. Donc, au niveau des radiateurs les moins favorisés, je n'aurai pas le débit, j'aurai moins de débit ou j'aurai peu de débit. D'accord? Donc, je n'ai pas la puissance thermique, ce n'est pas confortable pour l'utilisateur. Et si la HMT est trop haute cette fois-ci, ça veut dire qu'on pousse trop. Donc, quand on pousse trop, en général, on va avoir du bruit dans la robinetterie, du sifflement, des choses comme ça, des bruits de marteau-piqueur, donc quelque chose qui est complètement inconfortable pour l'utilisateur. Au niveau de l'équilibrage, vous savez que si l'équilibrage n'est pas fait, ça veut dire que je n'ai pas le bon débit dans les émetteurs. Soit j'en ai trop, soit je n'ai pas assez. Si le débit n'est pas suffisant, je n'ai pas la puissance thermique. Donc, l'utilisateur a froid et on va surconsommer, puisqu'en général, on va booster la pompe pour avoir plus de débit. Donc, on va consommer beaucoup plus d'énergie. Et si le débit est trop important, là aussi, il fait trop chaud. Donc, c'est inconfortable pour l'utilisateur et on surconsomme. Okay. Donc, au niveau pression dynamique, il faut bien gérer la pompe, bien sélectionner le bon débit, la bonne HMT pour vaincre les pertes de charge qu'on a préalablement définies pour un projet neuf, par exemple. Et derrière, on équilibre le réseau pour avoir le bon débit au bon endroit. Voilà en ce qui concerne la pression dynamique. Maintenant, la pression statique. Alors, la pression statique, définition et illustration, c'est la pression qui est exercée par un fluide à l'arrêt. D'accord? Donc ici, on ne s'intéresse plus du tout au mouvement du fluide. D'accord? Plus du tout. On s'intéresse en fait à la hauteur, à la profondeur, donc à la hauteur d'eau qu'on va avoir dans, par exemple, une canalisation. Ici, l'exemple, c'est le château d'eau. Donc, plus la hauteur est importante, plus la profondeur est importante, plus la pression en pied va être importante. D'accord?
Mathématiquement, je vous ai remis la formule puisque je vous l'avais donnée pour la pression dynamique. Notre pression statique, c'est ni plus ni moins ρGH, donc ça veut dire qu'on est lié à une hauteur de fluide. Pareil, vous retrouvez la caractéristique de la masse volumique du fluide. Donc là encore, si on n'a pas d'eau mais on a un autre fluide, ça va changer un petit peu la valeur de la pression statique. L'exemple type, c'est le château d'eau. Vous le voyez sur la droite. Sur la droite, j'ai une hauteur d'eau. Par exemple, 10 mètres d'eau. Eh bien, la pression en pied de cette hauteur d'eau, c'est 10 mètres de colonne d'eau ou c'est 1 bar. D'accord? En général, en pression statique, on raisonne en bar. En pression dynamique, on raisonne plus en mètres de colonne d'eau ou en kilopascal pour l'équilibrage. En pression statique, on raisonne plutôt en bar. Mais vous voyez que c'est toujours des unités de pression. On parle toujours de pression. Alors, la pression statique, je vous l'ai dit, on parle d'une hauteur ou d'une profondeur, ça revient au même, une hauteur d'eau dans notre cas de figure. Quel que soit le diamètre de la tuyauterie, on ne s'intéresse pas au diamètre. Que je prenne une tuyauterie de diamètre 16, de diamètre 26, de diamètre 50, ce sont les exemples qui sont donnés ici, tout ce qui nous intéresse, c'est la hauteur d'eau uniquement. Si j'ai 10 mètres, j'ai 1 bar, quel que soit le diamètre de la tuyauterie, donc quelle que soit la contenance de la tuyauterie. De la même manière, c'est très schématique, mais c'est vraiment pour illustrer le propos, quelle que soit la forme de ma canalisation. Ici, c'est pour illustrer, imaginez par exemple le réseau de chauffage, il a différentes formes possibles, hein, tout est imaginable. Eh bien, tout ce qui nous intéresse au niveau de la pression statique en pied, c'est uniquement, ou quel que soit le niveau, hein, pas forcément en pied, mais c'est toujours une hauteur, d'accord, quelle que soit la forme de la canalisation. Donc, avec une hauteur de 2,5 mètres, j'ai 0,25 bar de pression à ce niveau-là. À 5 mètres, j'ai 0,5 bar de pression à ce niveau-là. Et tout en bas, si j'ai toujours 10 mètres d'eau, j'ai 1 bar de pression en pied. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va raisonner pression statique, et c'est complètement lié à notre vase d'expansion, on ne pense qu'à la hauteur. On ne pense pas du tout au mouvement. Que l'eau circule ou pas, ça n'a aucun intérêt. On ne pense pas au mouvement. C'est qu'une hauteur. Alors, sachez aussi que cette pression, si vous remplissez un réseau de chauffage, par exemple, et que vous avez un manomètre à un point donné, à froid, eh bien, c'est ce que vous allez lire sur le manomètre. D'accord? C'est ce qu'on appelle une pression relative. Pression relative, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse uniquement à la hauteur d'eau. J'ai pris l'exemple ici des plongeurs. Un plongeur qui est à 10 mètres de profondeur sur un mano, il lit 1 bar. À 20 mètres, sur le mano, il lit 2 bars. En chaufferie, vous avez des manomètres qui sont gradués en pression relative, c'est-à-dire que si on n'a pas de pression, si on n'a pas de hauteur d'eau, on démarre à 0. Pression relative, ça veut dire qu'on a fait abstraction de la pression atmosphérique qui est au-dessus. D'accord? La véritable pression que subit le plongeur, par exemple ici à 10 mètres, c'est les 1 bar liés aux 10 mètres d'eau, mais il y a aussi la pression atmosphérique qui pousse sur l'eau. On a aussi 1 bar de pression atmosphérique. D'accord? Donc, on fait abstraction de la pression atmosphérique et sur les manomètres que vous avez en chaufferie, vous n'avez que la lecture de la hauteur d'eau. D'accord? Et par conséquent, il commence à 0, on ne s'intéresse pas à la pression atmosphérique et ce qu'on lit, c'est une pression relative. Alors, dans le réseau de chauffage maintenant, dans mon réseau de chauffage, eh bien, c'est pareil, hein. Ici, on a 3 fois 3 mètres, donc une hauteur de 9 mètres d'eau. Ça veut dire que si mon réseau il est plein, complètement plein d'eau, en haut, je n'ai pas de pression, je n'ai pas de hauteur d'eau au-dessus du point supérieur, ici, du point le plus haut de mon installation, donc j'ai 0. À 3 mètres, j'aurai 0,3 bar. À 6 mètres de profondeur, donc de hauteur, j'aurai 0,6 bar. Et en pied de mon installation, j'aurai 0,9 bar. Voilà ce que ça veut dire. Quand on a rempli notre réseau à froid, voilà la lecture qu'on va avoir si on a des manomètres à ces endroits-là. La conséquence, c'est quoi? C'est que d'une part, tout d'abord, le matériel doit tenir à la pression. Ici, en pied d'installation, j'ai 0,9 bar, donc il me faut des tubes, des radiateurs s'il y en a. En fait, il faut du matériel qui tienne à la pression que j'ai au point considéré. Donc, vous le voyez dans les catalogues, les catalogues produits, etc. Vous avez par exemple des tubes PER, la pression maxi, c'est 6 bars. Le radiateur, les pressions, ça peut être 10 bars. Le vase d'expansion, il tient à 6 bars.
Donc, la pression maxi que vous voyez pour les équipements, bah, ça permet de savoir jusqu'à combien ils peuvent tenir. Donc, suivant où ils sont positionnés dans l'installation, bah, quelle est la pression qu'ils vont recevoir. D'accord? Donc, ça vous permet d'évaluer quel est l'équipement finalement le plus fragile dans votre installation, celui qu'on va devoir protéger et celui qui va devoir permettre de définir la soupape, notamment le tarage de la soupape. La soupape doit s'ouvrir avant qu'un équipement ne se casse. Forcément, c'est une question de sécurité. Le deuxième point, et c'est là où c'est un petit peu plus touchy, c'est que l'eau doit remplir l'émetteur le plus haut. Il va falloir faire en sorte qu'on ait de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation, notamment jusqu'au radiateur le plus haut. Il faut s'assurer que le radiateur le plus haut de l'installation est rempli. D'accord? Le problème, c'est que si ma lecture, c'est 0 bar au point le plus haut, eh bien, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai de l'eau. A priori, si j'ai de l'eau jusqu'en haut, j'ai 0. Mais je peux avoir aussi de l'air. D'accord? Et il y a même de fortes chances que j'ai de l'air. Donc, on ne veut pas avoir 0 en point haut. Il faut absolument que la pression au point le plus haut soit différente de 0. En fait, on veut que ce soit au minimum 0,3 bar. C'est comme ça qu'on fait quand on dimensionne. 0,3 bar, parce que si en haut on voit 0,3 bar, eh bien ça veut dire qu'on a bien de l'eau jusqu'en haut. En admettant bien entendu qu'on a un système de purge en point haut qui nous permet d'enlever l'air, hein, qu'on n'est pas en train de compresser les bulles d'air qui sont la lame d'air qui peut être en point haut. Donc si on veut 0,3 bar en point haut, ça veut dire que sous mes 9 mètres d'eau ici, je n'aurai pas une pression de 0,9 bar, mais j'aurai 0,9 plus les 0,3 que je vais rajouter. Et c'est là qu'on va rentrer dans le dimensionnement du vase d'expansion. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le rôle de notre vase d'expansion de monter l'eau, de s'assurer qu'on a de l'eau au point le plus haut. L'eau n'est pas compressible. Donc, ça veut dire que dès l'instant que je remplis mon réseau, j'aurai forcément 9 mètres ici d'eau. Donc, ça veut dire 0,9 bar lié à la hauteur d'eau à ce point-là. Forcément, l'eau, je ne vais pas pouvoir la compresser. Donc, si j'ai une force qui s'exerce vers le bas, donc cette pression vers le bas qui est exercée par l'eau, et que je veux monter en pression en point haut, il me faut une contre-pression. Cette contre-pression, elle est exercée par le vase d'expansion. C'est la poche d'azote ici que vous voyez dans le vase d'expansion. Donc, un vase d'expansion, c'est prégonflé à l'azote avec une pression qui peut être de 0,5, 1, 1,5, 2 bars. Donc, ça sort de l'usine. Et en fait, on va choisir correctement notre vase d'expansion pour qu'il exerce la contre-pression nécessaire pour avoir nos fameux 0,3 bars en point haut. Et comment on fait pour avoir cette contre-pression? En fait, quand on va remplir le réseau, on va on va rajouter de l'eau en fait dans le vase d'expansion. On va ce qu'on appelle gonfler le réseau. On va gonfler un petit peu le réseau, c'est-à-dire rentrer un petit peu d'eau dans le vase d'expansion pour que l'azote qui pousse en dessous puisse nous apporter cette pression de 0,3 bar qu'on veut en point haut. D'accord? Si j'ai 0,3 bar en point haut, ça veut dire que en point bas, j'ai 1,2 bar, 0,3 plus les 0,9, et qu'ici, la contre-pression exercée par l'azote, c'est 1,2 bar. Donc, en fait, on va choisir le vase d'expansion, on va dimensionner le vase d'expansion, choisir le prégonflage du vase de manière à ce qu'il puisse compenser la pression exercée par la hauteur d'eau, dans ce cas de figure 0,9 mètres, et nous apporter la surpression qu'on veut en point haut, ici 0,3 bar. Ça ne sert à rien de monter trop en point haut. Hein. Dès l'instant qu'on a 0,3, en plus, on va monter quand on va chauffer. Il ne faut pas oublier ça. Après, on a le phénomène de chauffage et de dilatation qui fait qu'on va monter en pression. Mais dès l'instant que vous remplissez le 0 en point haut, vous êtes à 0,3, vous savez que vous avez de l'eau jusqu'au point haut. Donc, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner correctement. Donc, n'oubliez pas, donc voilà la chose importante. Le fait d'avoir de l'eau jusqu'au point le plus haut de l'installation, c'est le rôle du vase d'expansion. Ce n'est pas le rôle de la pompe. La pompe, elle est là pour la pression dynamique, donc pour faire circuler l'eau, mais pas pour la monter jusqu'en haut. Donc, c'est de ça qu'il faut bien, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la pompe, c'est la circulation, pression dynamique. Le vase d'expansion, c'est garantir le fait qu'on ait de l'eau jusqu'au point le plus haut, donc c'est la contre-pression, c'est la pression statique. Chacun son rôle. Si on dimensionne mal le vase d'expansion,
par exemple, le prégonflage est insuffisant. Bah, en fait, la pression statique, donc la hauteur d'eau n'est pas compensée. On n'a pas donc une pression supérieure à 0 en point haut, donc ça veut dire que le remplissage, il est incomplet. On n'a pas d'eau en point haut, donc il y a des chances qu'on ait de l'air. La conséquence, eh ben, on peut avoir un radiateur froid, on peut avoir un radiateur partiellement froid, donc on n'aura pas la puissance thermique, puisqu'après, ben, l'eau, une fois qu'on met la pompe en route, ça va circuler, mais ça va circuler ben, là où il y a de l'eau, hein. Là où il n'y a pas d'eau, ben, on aura notre lame d'air, mais ça va rester comme ça. Donc, ce n'est pas confortable pour l'utilisateur, on n'a pas la puissance thermique, il va faire froid. Et ensuite, qui dit air dans l'installation, dit tous les autres problèmes derrière, qui sont de la corrosion, des boues, du bruit. D'accord, plus de la cavitation, de l'érosion, etc., etc., etc. Donc, il ne faut pas d'air. Et le premier point important, c'est que le rôle du vase d'expansion est de garantir qu'on n'ait pas d'air en point haut de l'installation. Cette fois-ci, si le prégonflage est trop important, on floupe, on prend un vase d'expansion trop gonflé. Eh bien, en fait, le risque qu'on va avoir, c'est qu'on a une marge de manœuvre qui va être pas assez importante. Il ne faut pas oublier que si on prégonfle notre vase, mettons on a un vase on prend un vase à 2 bars et qu'on a une soupape d'arrêt à 3 bars, eh bien en fait, le delta de pression dont on dispose au moment du chauffage, il est trop petit et on risque de déclencher la soupape. Donc c'est un dysfonctionnement. D'accord? Donc, alors il y a choisir un prégonflage trop important et aussi trop gonfler le réseau. Si on met trop d'eau dans le vase d'expansion à froid, parce que au lieu d'avoir 0,3 en point haut, on voudrait du 0,5, du 0,8, ce sont des choses qui peuvent arriver. Attention, derrière, on n'a plus assez de place dans le vase d'expansion pour l'eau, le volume expansé de l'eau, une fois qu'on chauffe. Et c'est pareil, c'est la soupape qui va déclencher. Donc, ça ne sert à rien de trop monter en pression à froid quand on gonfle le réseau. 0,3, c'est très bien. Ce n'est pas la peine de monter trop haut, ça ne sert à rien. Donc, voilà pour les notions de pression dynamique, pression statique. Donc, pression dynamique, c'est la pompe, c'est l'équilibrage et c'est les paires de charge. Pression statique, c'est le vase d'expansion qui est là pour compenser cette hauteur d'eau qu'on a à gérer, faire en sorte qu'on ait une surpression en point haut pour qu'il n'y ait pas d'air. D'accord? Là, c'est que de la pression statique. Et que l'eau soit en mouvement ou pas, on ne prend pas du tout en considération le mouvement de l'eau, on ne prend en considération que la hauteur d'eau. Maintenant qu'on sait ça, on peut dimensionner le vase d'expansion. Alors, pour dimensionner le vase d'expansion, tout d'abord, on va s'intéresser aux 2 fonctions du vase d'expansion pour rappel. La première fonction, on vient d'en parler, c'est de maintenir la pression dans l'installation. Donc, pour ça, on a besoin de connaître la hauteur de l'installation, puisque ça va être la hauteur d'eau, donc la pression statique exercée par cette hauteur d'eau. Et pour le choix du prégonflage du vase, il nous faut donc la hauteur d'eau et on va rajouter 0,3 bar puisque c'est ce qu'on veut en point haut. Un exemple, ici, j'ai une installation qui fait 10 mètres de hauteur. Le vase d'expansion est en point bas. N'oubliez pas que ce qui nous intéresse, c'est la hauteur d'eau que voit le vase, donc au-dessus du vase. Donc, le vase voit ici 10 mètres d'eau. Donc, ça veut dire minimum 1,3 bar de prégonflage. Avec la logique industrielle, les vases sortent à 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Donc, du coup, dans ce cas de figure, on prend un vase à 1,5 bar. On n'est pas à 0,2 bar près. Le deuxième rôle du vase d'expansion, c'est stocker le volume expansé. Quand l'eau va chauffer, elle va se dilater. Donc, elle n'est pas compressible. Donc, on va avoir un volume d'eau en plus. Et bien, ce volume d'eau en plus, c'est le vase d'expansion qui va le stocker. Donc, pour ça, il faut qu'on connaisse la capacité du réseau. Alors après, si on ne la connaît pas, il y a des grandes lignes. Là aussi, on n'est pas à 1 mètre cube près. Il y a des grandes lignes, par exemple, il y a X litres par radiateur, il y a tel pourcentage pour les canalisations, etc. Donc, c'est un peu à la louche, mais on essaye d'être globalement à peu près proche de la réalité. Il vaut mieux être surdimensionné. Il ne faut surtout pas être sous-dimensionné. Si on surdimensionne un vase d'expansion, ça fonctionnera toujours. Attention à la soupape tout de même. Si on sous-dimensionne un vase d'expansion, ça ne marchera jamais. Donc, il faut se mettre une marge de manœuvre. Donc, la capacité de l'installation dont on a besoin et la température à laquelle on va chauffer, puisque la température va nous donner le coefficient de dilatation.
Par exemple, si on chauffe avec un régime 90-70, l'eau, le départ chaudière, c'est 90 degrés, le retour chaudière, c'est 70 degrés. Ça veut dire que la température moyenne, c'est 80 degrés dans notre réseau. Le coefficient de dilatation entre l'eau froide, qui va rentrer à 10 degrés dans le réseau, et l'eau à 80 degrés, eh ben, c'est 3%. Autrement dit, j'ai un réseau à 3 mètres cubes, eh ben, à 10 degrés, eh bien, à 80 degrés, j'ai 3090 litres, donc j'ai 90 litres en plus. C'est le vase d'expansion qui va stocker ces 90 litres. Attention au refroidissement, donc là je vais parler du chauffage, mais si vous dimensionnez un vase d'expansion pour le refroidissement, la température à laquelle on rentre l'eau dans le réseau, c'est toujours à peu près 10 degrés. Par contre, on ne s'intéresse pas à la température, au delta T de refroidissement, donc par exemple un régime 6-12, mais on s'intéresse à la température ambiante. Ne pas oublier que si jamais notre réseau s'arrête, notre installation s'arrête et qu'on ne refroidit plus, la température maximum à laquelle l'eau du réseau va pouvoir monter en été, c'est la température ambiante. D'accord? Donc attention, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, regardons maintenant au niveau d'un calculateur en ligne. Et là, j'ai pris le calculateur Flamco que vous trouvez sur le site de Flamco, hein, dans la partie outils, tous. Ce que je vous propose ici, je vais faire quelque chose de très simple, hein, mais si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez qu'on fasse une formation vraiment focus sur le dimensionnement des vases d'expansion, ce que je vous propose, c'est de le mettre dans les commentaires, enfin dans les questions que je vais récupérer. Et à ce moment-là, j'organiserai une formation, pas sous forme de webinaire, mais plutôt sous forme de Teams ou de Zoom, avec échange, pour que vous puissiez voir comment on dimensionne sur la base d'un calculateur en ligne ou sur la base d'un fichier Excel un vase d'expansion. Donc, indiquez-le dans les questions et ensuite, je ferai le nécessaire. Alors ici, avec le calculateur en ligne Flamco, voilà à quoi ça ressemble quand vous lancez le calculateur pour le mode chauffage. On va utiliser la méthode de calcul Flamco. D'accord? Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul. Celle de Flamco, elle a fait ses preuves, donc c'est celle que nous, on utilise. Chose importante, le type de fluide. Est-ce qu'on a de l'eau pure ou est-ce qu'on a de l'antigel? D'accord? Est-ce qu'on a de l'eau glycolée? Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes coefficients de dilatation. L'eau glycolée se dilate beaucoup plus que l'eau pure. Donc, il faut mentionner quel est le type de fluide. C'est important. Donc, nous, ça sera de l'eau pure, réseau de chauffage. Pression statique, donc notre hauteur. Hein, quelle est la hauteur de fluide qu'on a? Ici, c'est 6 mètres. Donc, pression statique, j'ai rentré 0,6 bar. OK, 10 mètres, 1 bar. Pression de tarage de la soupape. La pression de tarage de la soupape, ici, 3 bars. Pourquoi? Donc, en fait, le choix de la soupape va avec le choix du vase d'expansion. Parce qu'en fait, entre le prégonflage du vase d'expansion et la soupape, c'est mon delta de pression disponible pour la montée en pression dans le réseau. Donc, ça va définir un peu le rendement du vase, donc la taille du vase. Ici, typiquement, 0,6 bar, ça veut dire que mon prégonflage, il est à 0,6 plus 0,3, donc c'est un minimum de 0,9 bar. Donc, en fait, mon delta de pression, ça sera entre 0,9, 1 bar probablement, hein, puisque ma logique veut que j'aille de 0,5 en 0,5, jusqu'à un peu moins de 3 bars. En fait, dans la méthode Flamco, on doit prendre 3 bars moins 0,5 bars. Je pense que c'est 2,5 bars. Au niveau des autres méthodes de calcul, c'est tarage de la soupape moins 10%. Donc, le maxi de pression qu'on cherche à atteindre, c'est 2,7 bars dans ce cas de figure. Donc là, du coup, j'ai mon delta de pression indiqué par ces infos-là. Au niveau maintenant de la dilatation, eh bien, ma température de départ, 70 degrés, ma température de retour, 50 degrés. Donc, ça veut dire qu'ici, je suis sur un 60 degrés de température moyenne. D'accord? 60 degrés, ça va me donner mon